Coucou tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur Pédagogie. Et aujourd'hui, on va sortir un petit peu des sentiers battus, explorer un petit peu le plaisir à plusieurs ou en couple, mais en sortant un petit peu du cadre. Et j'ai comme copilote Colette ici présente. Salut Colette. Salut. Ça va ? Bah ça va très bien et toi ? Très bien. Alors, je dis copilote, mais c'est surtout toi qui va driver, qui va un peu rider sur le truc, parce que moi, je découvre, en même temps que ceux qui vont peut-être écouter aussi avec nous et toutes celles qui vont écouter, qu'est-ce que c'est le libertinage, les relations libres, le fait de s'accorder potentiellement de la sexualité à plusieurs, enfin de s'accorder pour si on a envie et qu'on n'ose pas forcément aborder un petit peu ce terrain, ou quand on est en couple et qu'on a envie un petit peu de l'ouvrir ou d'aller voir d'autres personnes en même temps, dans un cadre prédéfini qu'on va aborder ensemble, bien sûr. Tu es coach, donc en relations affectives, sexuelles. Oui. Tu écris des histoires coquines aussi, qu'on peut écouter du coup sur son site Colette se confesse. Tout à fait. Donc c'est disponible en audio. Que je réalise aussi avec le sound design, l'immersion sonore, tout ce qu'il faut pour jouir très vite en 15 minutes. 15 minutes de pur plaisir. C'est trop bien. Donc t'es multicasquette, c'est trop cool. Trop bien. Et aussi, parce que multicasquette, on en a beaucoup, tu organises aussi des soirées Sexpo. Sexpo libertine, ouais. Sexpo libertine. Alors, avant d'expliquer un petit peu ce que c'est le libertinage, on va creuser un peu. Ça veut dire quoi, Sexpo ? Alors, Sexpo, ça vient du mouvement sexe positif. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 80 aux États-Unis. Et en fait, à la base, ça vient des femmes qui étaient pro-sexe dans les années 80 et qui étaient des féministes et qui disaient, mais en fait, le féminisme, ça vient par le pro-sexe. C'est parce que on va montrer comme on aime le sexe et qu'on est très ouverte, que tout ça, qu'on va s'affirmer. Et le Sexpo en découle de ça parce que c'est elles qui ont commencé à initier en fait toutes les notions de consentement et de dire que justement pour du super sexe, c'est bien de pouvoir discuter ensemble, de savoir quelles sont tes envies, quelles sont tes limites aujourd'hui, de quoi tu as envie, de quelle manière tu en as envie. Et à partir de là, du coup, on va pouvoir avoir des gros orgasmes à l'intérieur du cadre qu'on s'est fixé. Trop bien. Donc toujours confondu, toute orientation sexuelle confondue. Complètement. Le Sexpo, c'est vraiment un milieu où justement on casse les codes, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de genre prédéfini, c'est queer, enfin ça englobe vraiment tout le monde, quoi. Et donc c'est des soirées, souvent ou des journées ? Alors souvent, t'as des soirées, t'as des journées, t'as des collectifs qui organisent des teufs où il y a aussi des événements Sexpo. Donc il y a un truc assez hybride comme ça. Il y en a où c'est que la nuit, t'as tout en fait, franchement. Il y en a où t'as pas du tout de sexualité, t'y vas vraiment pour un atelier consentement par exemple, ou un cercle de parole où tu veux discuter, avoir juste un endroit où tu peux déposer des choses, ou par exemple si tu veux te mettre au polyamour, tu sais pas trop comment, tu vas aller rencontrer des gens qui sont dans le polyamour, avec qui tu peux discuter avec, et puis comme ça pouvoir refléter un peu sur ta situation à toi, ton couple à toi, et voilà. C'est une communauté, je dirais. Ok. Donc, si tu te poses des questions sur ta sexualité ou que tu as envie d'explorer certains terrains, c'est un cadre qui est safe, oui. Où tu as d'autres personnes qui sont au même niveau ou dans un autre niveau que toi, d'avancement en gros de leur connaissance un peu de la sexualité, encadrées par des personnes qui sont là pour les aider à libérer la parole et pour faire des ateliers et tester des nouvelles choses aussi, s'ils veulent, avec consentement. Tout à fait. Donc dans un cadre ultra safe, quoi. Ouais. Moi, ce que j'organise, c'est des soirées Sexpo libertines où, du coup, il y a la notion du consentement qui est très forte. On la rappelle à chaque fois. À chaque fois, il y a ce qu'on appelle comme des angels. Donc, c'est des personnes qui sont un peu gardiennes de ce qui peut se passer à la soirée, où tu peux aller les voir si jamais ça va pas ou quoi. Ces personnes-là aussi, en début de soirée, elles vont réinitier en petit comité ce que c'est que le consentement entre les personnes. Et puis du coup après nous les soirées jeux c'est vraiment axé autour du cul et du ludique, donc on appelle nos soirées un peu à thème cudique. Ok. Trop bien. Et du coup décomplexer tout le truc et tout, complètement, ouais, c'est ça. Enfin transformer ça vraiment en mode jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et okay. Du coup l'idée c'est vraiment comment je vais aller découvrir la sexualité mais sous forme de jeu, en explorant à n'importe quel moment je peux m'arrêter, et donc à chaque fois il y a un thème différent à chaque soirée et on va aller vraiment proposer différents jeux à chaque fois pour ça, quoi. Ok. Et du coup, tu parles de libertinage et tout. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la différence entre libertinage, relation libre ?
Et polyamour aussi, c'est un peu différent aussi de la relation libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre ces trois concepts? Je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, bah pour moi ça a rien à voir, mais après c'est vrai que on peut vite faire l'amalgame parce que ça peut être des mondes qui se croisent. Et justement c'est ça qui est assez fou aussi avec ces termes-là, c'est que à la fois c'est génial parce que du coup on arrive de mieux en mieux du coup à se situer nous où est-ce qu'on est, et en même temps on se rend compte du panel hyper varié qu'il y a, et que vraiment on peut être plusieurs choses à la fois, et puis ça peut changer au fur et à mesure de notre sexualité, Bien sûr. etc. C'est en mouvance constante. Ah bah ouais, carrément. Et puis aussi par rapport aux différentes rencontres que tu fais. Tu peux être méga... un jour tu peux être polyamoureuse, et puis tu peux être polyamoureuse toute ta vie, puis peut-être qu'après, au bout de 10 ans de relation de polyamour, t'as peut-être envie d'autre chose. Enfin, c'est vraiment... Bah ça, c'était une question que j'avais, c'est que tu peux partir d'une relation classique et te mettre en polyamour, et ensuite vouloir te remettre en relation classique. Il n'y a pas de truc où tu t'engages, où ton cerveau il est branché que sur un canal, tout est en mouvance tout le temps, quoi. Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais. Donc à partir de là, quand on ouvre le champ des possibles, des pourquoi pas, bon bah il y a beaucoup de possibles. Parce que je pense qu'il y en a qui peuvent se dire, si je m'ouvre là-dessus en mode ok, je m'habitue à avoir plusieurs relations en même temps, je pourrais jamais me remettre potentiellement dans une relation exclusive si le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire que je vais trouver. C'est ce qui arrive à certaines personnes. Hein. C'est ce qui arrive à certaines personnes. Ou comme le libertinage, c'est vrai qu'une fois que tu peux y goûter à la pluralité, à la facilité en fait, et la bienveillance que ça amène, tu peux te dire bah finalement pourquoi se mettre des limites, ou après en fait tu peux choisir volontairement de devenir monogame exclusif. Et du coup l'approche est totalement différente parce que tu n'es plus en train de subir ce qu'on a toujours demandé de toi. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Après avoir battu un peu la campagne à droite à gauche, je dis ok, c'est bon, je me range et je sais que c'est ça qui me correspond le mieux. Ouais. Bon, pas forcément en ayant battu la campagne non plus. Tu peux très bien te dire, bah en fait c'est ça qui me correspond. Tout simplement. Oui, t'es pas obligé d'aller goûter le libertinage. Et c'est consenti, ouais, c'est exactement. toi qui le veux. Et c'est pas toi qui est brainwashé en mode c'est comme ça et je me pose pas de questions. Du coup, pour répondre à ta question, donc le libertinage. Alors, le libertinage, c'est un énorme spectre. Mais on imagine un peu le XVIIe siècle et tout, en mode, tu vois, les soirées un peu libertines et tout, tout le monde est masqué, où ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu ce truc-là, on en parle beaucoup dans les œuvres un petit peu du XVIIe et tout. Oui. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, c'est quoi ? Le libertinage, ça a commencé à être créé, à vraiment être verbalisé dans les écrits à partir du XVe siècle. Et ensuite, c'est venu en effet avec les Lumières, tous les grands philosophes de cette époque-là, où c'est eux vraiment qui ont vraiment commencé à adopter le libertinage plus comme un mouvement de pensée que par une pratique. C'est qu'ils disaient que tu peux être vraiment libertin de par la pensée, de par tu peux être libertin d'esprit, tu peux être c'est en fait un libertin dans le Larousse, c'est quelqu'un qui est en dehors des mœurs. Donc qui n'est pas dans les mœurs coutumières. Et donc, est souvent, du coup, couple hétérosexuel, mariage, et... là, dans la sexualité. Les mœurs, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas, finalement, qui refuse de faire un travail comme tout le monde. Enfin, tu vois, c'est un mode de pensée. Donc, à partir de là... Ça s'étend sur plein d'autres domaines. Ça peut s'étendre à plein de domaines. Ok. Donc, je suis libertine, moi, du coup, je fais des podcasts... je suis une libertine. Est-ce que tu te sens libertine ? Bah, un petit peu, ouais. Ouais, parce que je remets en question tous les jours pas mal de choses que je fais et que je cherche pas forcément à rester dans les cadres, dans le cadre et dans ce qu'on m'a inculqué, dans ce que je vois autour de moi. Et est-ce que tu es en recherche de cette liberté, de l'incarner ? Ouais, complètement. Je cherche la liberté. Je pense que tu peux réfléchir au terme libertin pour toi. Ok, voilà, c'est bon, l'étiquette est collée. Je suis libertine. Même si au fond on s'en fout des étiquettes, mais évidemment, bien sûr. Du coup, donc le libertin dans le mouvement de pensée, c'est ça. Après, t'as le libertin comme on l'entend, donc c'est la personne qui va pratiquer la pluralité. Ok. Donc par exemple, tu vas en club, oui c'est du libertinage, mais club libertin. En club libertin. Merci, merci de me corriger. Oui. En club libertin, là du coup c'est du libertinage parce que tu t'adonnes à des activités sexuelles avec plusieurs personnes en même temps. C'est ça la pluralité. Oui, ou même si tu ne pratiques pas la sexualité, mais que tu es là, tu es dans un environnement libertin, en tout cas. Ouais, complètement. Où il y a juste de la pluralité, regarder, exactement. Tu rentres déjà dans une activité libertine. Quelque part, un plan A3, c'est déjà du libertinage. D'accord. Mais tu peux faire un plan A3 et ne pas te considérer libertin, parce que ça dépend des raisons pour lesquelles tu le fais. Est-ce que est-ce que je fais un plan A3 pour faire plaisir à mon mec ou à ma meuf ? Est-ce que je le fais
en one shot comme ça parce que j'avais envie de faire l'expérience pour une fois, d'avoir quelqu'un devant, quelqu'un derrière, ou est-ce que vraiment j'aime ce côté partage, le fait que du coup on vit quelque chose à 3 toute la nuit. Okay. C'est ça donc, la différence. Il y a vraiment différence. un mindset, quoi. Il y a vraiment c'est psychologique aussi. Comment tu te sens libertin ou libertine? Ouais, complètement. Okay. Complètement. Et la relation libre, alors c'est quoi, du coup, souvent, en règle générale, quand tu es en relation libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, j'ai un tout petit peu de mal avec le terme relation libre, Okay. personnellement, parce que c'est comme si les autres relations n'étaient pas libres. Et quelque part, il y a des relations libres qui ne le sont pas du tout. Moi, ce que j'ai plutôt envie d'utiliser comme terme, c'est relation ouverte. D'accord. Pour dire, en gros, ou non exclusive. Ok. Pour dire que en gros on peut être en couple et pour autant coucher ailleurs et c'est ok et on se met d'accord avec la personne de toi comment t'as envie quelles sont tes limites si moi j'ai envie d'aller coucher ailleurs, est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un qui habite, est-ce que c'est ok si je le fais en vacances et puis du coup quand je reviens dans la ville dans laquelle on habite tous les deux je ne vois plus personne, est-ce que je peux voir un amant régulier, est-ce que c'est que des choses très ponctuelles. Donc on se met d'accord sur qu'est-ce que c'est que la relation ouverte déjà. En fait, c'est pareil, tu as plusieurs manières de relationner. Donc la relation ouverte, c'est quand on a un couple, donc 2 personnes, et ils se mettent d'accord pour que l'un des deux ou que les deux aillent batifoler Tout à fait. à droite à gauche et voilà. Et après aussi, c'est de se mettre d'accord, qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce que c'est ma sphère privée ? Est-ce que c'est mon jardin secret ? Est-ce que ça t'excite de le savoir ? Est-ce qu'on joue avec ces codes-là ? Ou est-ce qu'au contraire, ça te gêne et donc tu me laisses faire mes trucs et ce qu'on vit tous les deux, ça ne nous appartient qu'à tous les deux ? Et comment t'as quoi comme style de règle, du coup, que tu pourrais définir ? Tu peux avoir ça, où les 2 personnes dans le couple décident de rien se raconter. Juste, ils vivent leurs aventures à côté. T'as les types de couples aussi qui se racontent tout. C'est leur façon aussi d'entretenir la flamme entre eux. T'en as qu'est-ce que t'as quoi d'autre comme configuration, par exemple, dans la relation libre? Il peut y avoir le candolisme, par exemple. Donc le candolisme, c'est quand un des 2 partenaires est là et qu'il voit l'autre faire l'amour avec la 3e personne. D'accord. Qui ne participe pas forcément. Candolisme, c'est vraiment quelque chose où tu es là, tu participes activement parce que tu es présent dans la pièce, mais tu n'es pas forcément invité à jouer avec. D'accord. Même si, bon, en général... Ça part en live et puis voilà. Tout le monde s'invite, donc ça finit en plan à 3. Pluralisme, il n'y a pas de généralité, c'est toujours différent, mais... Oui, de toute façon, il n'y a jamais de généralité. Là, vraiment, on discute entre nous de mais comment toi tu vois les choses. Mais... Il peut y aussi avoir un cadre où... je demande à mes amants de prendre des photos pendant l'acte, et puis je te montre les photos. Tu veux me les montrer maintenant ? D'accord, mais non. Tu me dis ça, mais non, putain, j'arrive pas à me concentrer là. Non, mais je te dis ça dans le cadre aussi, si on est ensemble. Oui. Tu vois, oui. et qu'on se met d'accord, là, toutes les deux, on est ensemble. Ouais. Okay, tu visualises. Vas-y, je rentre dans le truc. Vas-y, on est ensemble, et du coup, je te dis, est-ce que ça t'exciterait que je prenne des photos de nous en train de faire des trucs? Non, de moi avec mes autres amants. Ah oui. Et que je te montre les photos. C'est un dérivé du candolisme, ça, du coup. Un peu, parce que je te vois aller à droite à gauche. Il y a du voyeurisme, ouais. Oui, on peut dire que c'est un dérivé. Intéressant, ça. Photos et vidéos, voilà. Et ok. Pourquoi pas ? Dans le cas d'une relation libre, potentielle, tu pourrais faire ça. Ah ouais, c'est intéressant, ok. C'est très artistique, c'est très imaginatif, tout ça. Ah bah là, après, il y a plein de choses. Mais on peut, voilà, c'est sans limite, mais... Ok. Mais puis, mais bon, les plus classiques, c'est soit je te raconte pas, on fait nos trucs. Et par contre, ce qui est intéressant, en effet, c'est quand même de mettre des limites sur la distance et aussi la régularité. Est-ce que c'est des partenaires tu es ok pour que je les vois régulièrement, ou est-ce que c'est important pour toi que ce soit des personnes que je vois de manière très éphémère, ou voire c'est du one shot à chaque fois, pour éviter de s'attacher. Est-ce que je garde leur numéro, est-ce que je garde pas leur numéro? Ça, c'est vraiment des conversations qui sont importantes à avoir en couple. Donc pour des personnes qui aimeraient s'ouvrir à la relation libre ou qui osent pas en parler dans leur couple, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Quelles seraient les quelques bases, genre les 3 premières bases à aborder pour que ce soit safe, cadré et sain pour les 2 personnes? Donc parler de ça justement Alors déjà, savoir quelles sont les vraies intentions derrière. D'accord. Est-ce que justement c'est parce que l'un des deux ou les deux, ils ont cet état d'esprit de libertin? Donc c'est une vraie envie qui vient d'eux, c'est vraiment
c'est quelque chose qui n'a rien à voir en fait avec leur partenaire, mais c'est vraiment un besoin, une demande d'exploration personnelle. Quand tu dis que ça n'a rien à voir avec le partenaire, c'est pas qu'ils s'ennuient de leur partenaire, c'est que c'est quelque chose qui est en eux. Exactement. Peu importe leur partenaire. C'est ça. C'est plus sain. Exactement. D'accord. Ou est-ce que c'est une fuite à quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'en fait je m'ennuie avec toi, j'ose pas te le dire? Est-ce que c'est parce qu'en fait je suis en manque d'affection et je sais pas comment avoir de l'affection dans cette relation, donc j'en cherche autrement? Et ou les raisons peuvent être aussi personnelles. Est-ce qu'il y a des choses que j'ose pas dire ou que j'assume pas encore chez moi, certains fantasmes que j'ose pas te dire parce qu'avec toi je vis ma vie de tous les jours et donc j'ose pas montrer ce côté dark. Donc le faire à côté c'est plus simple. Donc il y a la peur du jugement, il y a la peur de l'abandon, enfin il peut y avoir plein de choses. Donc l'idée déjà c'est d'avoir une conversation la plus honnête possible de la part des deux partenaires et de savoir pourquoi on s'engage là-dedans. Et ça peut faire peur et on peut croire que justement c'est parce que on dit des choses que ça va tout flinguer et que l'autre va pas vouloir, mais au contraire, je pense que plus on est honnête avec son partenaire, plus il le ressent, il ou elle, pardon, hein, on est d'accord, c'est dans les deux sens, plus il ou elle le ressent et plus du coup l'autre partenaire peut vraiment accepter et vous encourager à aller explorer ses différents besoins. Donc point 1, parler des vraies raisons et être le plus honnête possible avec les vraies raisons derrière et les vraies raisons d'accepter ou de refuser. Oui, parce qu'en fait, du coup, tu as une des personnes dans le couple qui va en parler, l'autre peut refuser. Exactement. Et ne pas accepter, parce qu'il y en a qui acceptent par peur de perdre l'autre. Donc voilà, être vraiment honnête pour aussi celui qui reçoit la demande la première fois, qui a peut-être moins réfléchi à la question, se dire, ok, si j'accepte dans quoi je m'engage et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pourquoi j'ai envie de m'engager et quelles sont mes peurs, et essayer vraiment de partager ça au max avec son partenaire. Et pour celui qui refuse aussi, qu'il soit vraiment, qu'il ou elle, bien sûr, soit vraiment honnête sur les raisons du refus. Parce que c'est à partir de là que commencent les emmerdes dans un couple. Quand t'es pas honnête sur la raison du refus ? Quand t'es pas honnête tout court, que ce soit la raison du refus, la raison d'accepter, la raison de proposer. Et ça, c'est indéniable. Et ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est, on en parlait au téléphone avant l'interview, avant l'enregistrement. Ce qui est hyper drôle, c'est que quand on regarde vraiment les raisons des couples ouverts qui terminent leur couple, qui terminent leur relation, très souvent, les couples chez qui en fait tout va bien et que la relation libre a toujours été discutée en amont et de manière très ouverte et de manière très honnête, c'est absolument pas la raison de la rupture. C'est autre chose. Il y avait déjà quelque chose dans la relation qui n'était pas équilibré. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils allaient voir ailleurs, comme plein de couples monogames exclusifs peuvent imaginer quand ils l'ont jamais expérimenté, parce qu'ils se disent ah bah non, mais en fait non. Dès lors qu'il y a beaucoup d'honnêteté, souvent c'est pas ça la raison des ruptures. C'est d'autres choses qui sont en lien avec leurs histoires à eux. Le point 2, c'est discuter des limites. Donc ok, on se met d'accord qu'on veut ouvrir le couple. Qu'est-ce que tu es d'accord que je fasse ? Qu'est-ce que tu es d'accord que je ne fasse pas ? Quelle chose me ferait vraiment du mal si tu le faisais sans moi ? Quelle chose me ferait plaisir, je pense, si tu le ferais sans moi ? Très bien. Quelle chose j'ai envie d'apprendre de toi grâce à ce biais ? Ou au contraire, quelle chose je n'ai pas envie d'apprendre de toi par ce biais ? Très intéressant. Ok. Et déjà, avec ces questions, ça élague plein de choses. Et point 3, c'est la fréquence. Quand la fréquence où tu vois la personne extérieure au couple, quoi. Voilà. Est-ce qu'on met une fréquence ? Est-ce qu'on n'en met pas ? Est-ce que si jamais tout d'un coup, toutes les semaines, je commence à voir une personne différente, est-ce que ça te dérange ? Est-ce que tu préfères que je te dise que je vais voir un ami dans ce cas-là ? Voilà. Comment veux-tu que j'aborde ça ? Ou moi, par exemple, avec mon ex, on était en relation ouverte et on était tous les deux beaucoup en déplacement, à droite, à gauche, etc. Nos plannings étaient assez compliqués. Et on s'était dit, ok, on va ouvrir le couple. Et puis, nos histoires, on les fait quand on n'est pas ensemble dans la même ville. Ok. Donc, à partir de là,
quand on était en déplacement professionnel, en vacances, en truc, bah là on s'amusait, mais on savait que quand on revenait à la maison, bah il y avait personne quoi. Donc on était vraiment, et là on était à fond l'un avec l'autre. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Et ça a ouvert quelque chose dans votre relation? Qu'est-ce que ça a apporté de positif parce qu'au début vous étiez en exclusivité. Ça a apporté quoi de positif du coup d'apporter cette liberté-là, cette ouverture-là? Ouais, on a été en couple 8 ans en tout, et on a fait 6 ans d'exclusivité, et à la 6e année, on a ouvert le couple pendant 2 ans. Et on n'a pas du tout rompu pour ces raisons-là. Ça, hein. Non, rien à voir. C'était plus un souci de distance tout court. D'accord. Okay. que manque de disponibilité des deux, que de couple libre, quoi. On a arrêté... non, pardon, c'était quoi la question? Non, c'était justement le fait d'ouvrir la relation. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et toi, comment tu t'es sentie grâce à ça aussi? Franchement, c'était génial. Enfin, vraiment, j'ai eu un super... Enfin, je regarde un énorme, très très bon souvenir de cette relation et du fait qu'on ait ouvert la relation. Moi, il m'a appris des techniques que du coup, il avait appris avec d'autres nanas. Ah bah ouais, c'est un truc de ouf, ça. Bah oui. Et du coup, toi, tu vois qu'il fait des nouvelles choses. Oui, et puis du coup, j'étais en mode, ah ouais, mais attends, ça t'aime? Mais attends, je savais pas, mais attends, montre comment on fait. Incroyable. Vous aviez le droit de raconter vos aventures à droite à gauche ou pas? Alors, moi, j'aimais bien. Moi, j'adorais qu'il me raconte. Ok. Donc, lui, il me racontait pas mal. Lui, il aimait bien savoir que je faisais des choses, mais il aimait pas les détails. Donc, je lui disais juste, ok, j'ai couché avec un mec, ou machin, ou je l'ai rencontré un peu comme ça. Mais pas de détails sur ce que vous avez exploré, Non, ce que vous avez testé, fait. Il voulait pas savoir toute la partie séduction l'intéressait pas, quoi. Ou Okay. même la partie sexuelle dans les détails, non. Okay. Mais juste que je sois honnête avec lui, que, ah bah voilà, hier j'ai couché avec un mec, voilà, je flirte avec quelqu'un, etc. Voilà. Vraiment, sur le côté factuel, il aimait bien savoir, mais c'est tout. Alors que moi, je posais plein de questions. Moi, j'étais en mode, attends, mais et du coup, comment c'était? Et elle était mignonne, elle ressemblait à quoi? Non, non, non. T'avais jamais un petit soupçon de jalousie et tout quand il te décrivait tout ça et tout? Genre Non, vraiment, c'était quelque chose non. qui pimpait un peu ta libido, qui t'excitait, qui rajoutait quelque chose dans votre relation à vous, quoi. Bah, je trouvais ça hyper cool parce que, en fait, je trouvais ça hyper cool qu'il m'en parle aussi ouvertement et que du coup, je savais qu'il n'y avait pas de problème parce que justement, on se disait tout et que si jamais il y avait eu un souci à cause de ça ou quoi, bah, j'aurais senti la différence, en fait. Et puis alors lui, il était vraiment réglo dans le sens où bah du coup les filles qu'il voyait, il leur disait dès le début, écoute là on flirte, j'ai une meuf et je vais pas prendre ton numéro. Et ça c'est pas moi qui lui ai demandé. Hein. Ok. Ça a été vraiment une initiative de sa part. Il disait aux filles, je prends pas ton numéro, me rajoute pas sur Facebook, il y aura pas de lien après, voilà. Et je sais même qu'il y a des filles qui ont essayé de le retrouver sur Facebook. Ça a créé un petit truc. Je pense peut-être. Bah oui. Ouais. C'est rare quand même un mec qui dit je prends pas ton numéro, je prends pas ton Facebook, ton Insta ou quoi que ce soit. Ça crée du mystère. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, au final... Ce mec est beaucoup trop rigolo. Mais oui, c'est ça. Mais au final, il faisait comprendre qu'il était quand même intéressé pour une interaction sensuelle ou sexuelle ou un truc comme ça, mais pas, on garde pas le contact, quoi. Oui, voilà. Donc, ça rend fou. Ça rend folle. Bah okay. Écoute, mais ouais, mais en tout cas, il a été. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça, pareil, ça a jamais été un secret. Il me disait, ah bah oui, là, il y a une fille et tout, mais il me l'a jamais dit en mode je me vante, je te montrais à quel point les filles m'aiment, pas du tout. Mais il m'a jamais caché que sur Facebook, il y avait des demandes d'amis, des choses. Et en fait, il était même assez choqué, en fait, à vrai dire, du comportement de certaines femmes. De voir justement qu'il avait dit ça et que quand même elle respectait pas quelque part et son consentement à lui n'était pas respecté en fait. Des deux côtés du boulot. Ouais. Ok. Et du coup tous les deux ça vous a épanoui en quelque sorte d'ouvrir la relation? Franchement c'était trop fun. C'est toi qui a demandé à le faire en premier ou Oui. Donc t'as respecté les 3 points que tu nous as donnés là. Pour comment t'as apporté ça sur la table? Vous étiez en exclusivité pendant 6 ans. Comment t'as apporté sur la table Moi, ça a commencé que je lui parlais de mes fantasmes. Je lui disais de plus en plus, bah ouais, genre, je crois que j'ai envie de faire des trucs avec d'autres personnes, etc. En fait, à ce moment-là, je savais pas encore que j'étais libertine. C'était les débuts. Mais je voyais bien que j'avais une forte envie, une forte curiosité sexuelle. Et voilà, moi, je pense que je porte vraiment ça en moi. Et ça n'a rien à voir avec lui. C'est vraiment moi qui ai cette curiosité d'exploration qui est très forte. Et du coup, je lui disais au fur et à mesure, ah, mais ça te dirait pas, on fait des trucs et machin. Et puis, je crois que quand t'es pas là, moi, je crois que j'ai envie quand même de vivre des expériences
ça m'attriste un peu que ça s'arrête juste parce que t'es pas là. Et voilà, et puis au fur et à mesure, on a ouvert le couple comme ça, quoi. Dingue. Du coup, Colette, tu me disais que c'était pas ton vrai prénom? Non. C'est un alter ego? C'est mon alter ego. Et en fait, Colette, ça représente quoi, du coup? Ça représente justement cette part, cette fille-là qui a besoin de découvrir, qui a besoin de Oui, celle d'aller qui explorer et qui assume et qui, du coup, sur la table apporte j'ai besoin d'aller dans des soirées libertines, j'ai besoin d'aller m'explorer, quoi. Ouais, Colette, c'est vraiment la fille qui affirme sa sexualité et dire, en fait, je crois que ça se voit. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que. Déjà au collège, je pense que je me faisais un peu embêter par les garçons, etc., sur ces choses-là. Et je pense que malgré moi, ça se voyait que j'aimais le sexe. Mais genre, il sentait un truc qui t'embêtait avec ça et tout? Franchement, j'ai toujours eu des soucis avec ça. Donc, voilà. Tu vois, je me suis toujours fait un peu embêter par les garçons et machin. Enfin, je pense que... Moi, on m'a souvent dit que je puais le sexe. Enfin, tu vois, j'ai déjà entendu des phrases, tu vois, dans mon adolescence, des trucs un peu piquants comme ça. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, qui a le pouvoir ? C'est quoi l'offre et la demande ? Mais en fait, l'offre, c'est moi, la demande, elle est en face. Donc, au lieu de me victimiser et de faire genre, j'aime pas ça et tout, alors qu'en fait, quand on vient un peu m'embêter, ça m'amuse, mais justement, j'ai envie d'avoir le contrôle là-dessus, et tout d'un coup, je vais dire, mais en fait, ouais, tu sais quoi ? J'aime le sexe. Et c'est moi qui contrôle, en fait. C'est moi qui ai le pouvoir. Donc, quoi, tu veux ma chatte ? Vas-y, viens. Par contre, que quand moi, je t'y autorise. Ça, c'est putain, la tête que tu fais, genre. Et ouais, je suis capable de ça. Mais ça fait flipper. Mais ça peut faire tellement flipper au début. Tu te dis, putain, mais je suis une folle, je suis une traînée. Enfin, tu sais, il y a toute cette image collective, un petit peu. Cet imaginaire collectif quand t'es une meuf, de quand t'assumes le sexe et que t'es en mode, ok, vas-y, comme tu disais, les féministes et tout, le sexe positif et tout, genre, voilà, j'invite ça quand j'ai envie, dans mes limites. Et je suis pas forcément une pute, et je peux en être une aussi, hein. Et pourquoi c'est négatif? Bon, c'est encore un autre sujet. Mais c'est assumer vraiment, ok, j'aime le sexe, je pue pas le sexe, je sens le sexe. Ça pue pas, en fait, tu vois. Et c'est pas forcément négatif. Et donc là, du coup, tu t'es dit, ok, c'est bon, j'ai envie d'explorer tout ça, j'accepte d'avoir une grosse attirance envers la sexualité, t'es très, très ouverte. Du coup, là, aujourd'hui, t'as quitté ton ancien copain dont tu parlais. Oui. Et là, t'es avec un nouveau partenaire. Oui. Vous êtes en relation... Du coup, là, vous êtes plus vraiment en relation libre, vous êtes plus en relation exclusive, mais tu t'autorises quand même à aller explorer, du coup, ta part libertine. Et tu vas dans des soirées libertines. Oui, le partenaire actuel, il est vraiment très différent de celui d'avant, dans le sens où lui, vraiment, ce qui l'anime, c'est de s'épanouir à deux. C'est vraiment cette recherche d'intimité. Lui, et ça, c'est cool, justement, parce qu'il se connaît assez pour me dire, en fait, moi, j'ai pas envie de pluralité, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui m'excite. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand je suis tout seul avec toi et qu'on développe à deux, quoi. Et du coup, à partir de là, et moi j'ai toujours été très honnête avec lui, lui dire que moi il y a un peu ce truc où j'ai ouvert la boîte de Pandore et en fait je me sens bien. Enfin, en fait, il y a un peu plus que ça. Il y a derrière le mot je deviens libertine, il y a aussi le fait que j'intègre une communauté en fait, où je rencontre des gens avec mes valeurs, avec mon mode de pensée, et je peux pas arrêter ce monde-là pour quelqu'un, que ce soit lui ou pour quelqu'un d'autre. Et donc ça, il l'a vraiment entendu, il a compris que ça n'a rien à voir avec lui et tout. Et au tout début, quand même, il a jamais été contre, mais je pense que pour lui, c'était vraiment un nouveau monde et qu'il savait pas trop comment l'interpréter. Et en fait, il a pas eu de jalousie, mais il avait peur. Il avait peur que je couche avec des mecs qui me respectent pas. Ouais. Ça c'est vraiment ça qui est ressorti. Mais il y a chez cet lui. imaginaire-là, je pense, pour les personnes potentiellement qui seraient curieuses des soirées libertines, des clubs libertins. Il y a un peu ce côté, on imagine que c'est un peu une cage, une sorte de quatre murs, on est entre quatre murs où tous les gens, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, tout le monde se saute dessus, il n'y a plus de consentement, il faut absolument accepter d'être touché, d'embrasser n'importe qui, des machins. Et du coup, il peut y avoir ce côté un peu, les mecs, du coup, c'est bon, c'est toutes les conventions, toutes les règles, elles sautent. Et donc, nous, on est un peu des brebis, ils nous sautent dessus. Parce que je sais que c'est absolument pas ça. Mais il peut y avoir ça dans l'imaginaire. Il y a la référence porno, quoi. Donc, forcément... Et comment ça se passe en vrai, du coup, en réalité, quand tu vas en soirée libertine, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça dépend des soirées. T'as des soirées à thème et tout, t'as des tenues à... Parce que nous, on peut imaginer genre un peu Eyes Wide Shut, tu vois, des trucs comme ça, on est... ça existe, hein. Ouais. Il y en a. Mais en fait, ça dépend des soirées, ça dépend des lieux, ça dépend si c'est un club libertin, qui peut être quand même un peu plus comme on s'imagine dans l'imaginaire collectif,
où il y a encore des problèmes quand même, avec parfois des différences d'âge spartiates, ce qui peuvent ne pas être gênant. Ce qui peuvent ne pas être gênantes, mais ça peut être gênant quand il y a des personnes plus âgées qui n'ont pas les notions de consentement. En fait, la différence, elle est surtout là dans la différence de génération. C'est que nous, on est une génération qui s'affirme bien plus et surtout qui a envie vraiment de s'amuser beaucoup, et donc on a envie de pratiquer beaucoup de consentement. Ouais. Voilà, les générations précédentes, elles ont aussi beaucoup envie de s'amuser, mais elles n'ont pas les codes et donc elles le font maladroitement. Ouais. Donc Parfois. tu sens un clash de génération même dans les soirées libertines. Ouais, ça arrive, ouais, quand même. Oui. Ok. Oui. Bah, nous, dans nos soirées Sexpo Libertine, on a la moyenne d'âge, c'est 30. Il y a des plus jeunes, mais pas beaucoup plus jeunes. Je dirais que les plus jeunes, c'est peut-être 26, c'est le plus jeune que j'ai vu. Ok. Peut-être plus jeune encore, mais c'est rare, franchement. Ouais. Mais c'est surtout moyenne d'âge 30-35. Et après, dans les plus âgés, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a quelques couples de la quarantaine. Et quelques femmes âgées, âgées, pardon, j'aime pas ce mot, c'est pas, surtout qu'elles sont pas âgées du tout, mais je dirais que c'est 48 ans le max, mais elles sont pas beaucoup, ouais. Et parce que du coup, elles y viennent tranquilles et qu'on leur apprend les codes et c'est quoi ces voilà. codes? C'est quoi les codes? C'est surtout le consentement. Franchement, on y revient beaucoup, hein. Donc t'arrives dans les soirées, tu peux, y a quelqu'un qui va t'aborder, tu peux discuter avec elle. Si elle te propose, je sais pas, d'aller dans un endroit un peu plus discret, ou qu'elle a envie de t'embrasser ou quoi que ce soit, elle te demande l'autorisation en amont, et toi tu dis oui ou non, et tu peux rester là juste à siroter un cocktail ou à boire des verres et à discuter ou à regarder ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Ou tu peux par exemple voir... en club libertin aussi, ça. Alors, et j'en parle comme si j'ai jamais fait ça, mais du coup c'est ce qu'on me raconte, tu vois. C'est ça, ouais. non, je me confesse pas, moi. Soirée bientôt, t'inquiète. oui, mais c'est possible. Mais du coup, c'est quoi? C'est en fait, t'as des personnes, du coup, il y a du pluralisme, donc t'as des personnes qui vont commencer à se faire des trios, des plans à 3, des partous, des trucs comme ça. Alors, et tu toi, te poses la question participes... pour les soirées de manière générale ou les miennes? Les tiennes, Okay. évidemment. Celles auxquelles tu participes. Alors, les nôtres, du coup, ce que j'organise ça avec 2 autres amis, nos soirées, c'est vraiment, il y a des ateliers. Ah non, non, mais je veux dire celles auxquelles toi, tu vas. Parce que toi, t'organises. Ah, mais ok, t'as des soirées libertines auxquelles tu vas, toi. Donc de manière générale. Oui, personnellement. Okay. Franchement, il y a tout, mais si tu vas en club, par exemple, ou même en soirée privée, ça, c'est quelque chose aussi qui se fait beaucoup, c'est... Tu vas dans un appartement privé et puis du coup il y a juste une personne qui organise un truc et on est 10, 15 max, et puis du coup c'est une soirée normale, ça commence, on sirote, on boit son thé, sa tisane, son champagne éventuellement, voilà. Mais il y a beaucoup de soirées sans alcool, hein. Nous d'ailleurs nos soirées c'est sans alcool. Okay. Ça c'est quelque chose qui est important pour nous, pour que ce soit justement toujours consentant, ouais, qu'on soit éclairé en tout cas sur la situation. Et pas de drogue du coup, hein. Pas de drogue, non. Alors après, il y a des soirées libertines avec des drogues. Mmh. Pas les nôtres, mais ça existe clairement. Okay. J'ai pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices d'ailleurs dessus. Des retours pas forcément... positifs. Bah non. Non, parce que bon... Enfin voilà, moi j'ai un avis assez... Je suis pas à l'aise avec ce genre de décision. Mais bon, si ça existe, c'est qu'il y a plein de gens qui adorent ça, et pourquoi pas, hein. Mmh. Mais voilà. Puis on tombe dans le chemsex. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui m'anime personnellement. Okay. Et du coup, tu sirotes ta tisane, voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Et du coup, tu sirotes ta tisane, machin, et puis à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle le start. Et donc le start, c'est une personne qui va commencer à embrasser une autre, et puis ils vont commencer à se chauffer. Okay. Et puis ils vont commencer à se déshabiller un peu au milieu de tout le monde, et puis du coup, il y a tout le monde qui se dit « Ah, c'est bon, ça commence, donc on peut y aller nous aussi !» Donc t'as toujours des personnes qui vont initier un petit peu, sinon il se passe rien. C'est toujours compliqué de démarrer, quoi. Putain, c'est un délire. Moi, j'essaie d'imaginer comment ça peut démarrer. Comment tu sens que ça peut démarrer? C'est... En fait, faut laisser tes envies s'exprimer. Si tu parles avec quelqu'un et que t'es hyper excité, que machin, et que vous vous draguez, bon, vous commencez à vous embrasser, et puis après, voilà, en fait, tu fais abstraction qu'il y a des gens autour de toi, vous commencez à vous déshabiller, et puis tout d'un coup, tu vas te retourner, et puis tu vas voir que les gens autour de toi font la même chose, en fait. Mmh.
Et tu vas te retourner, tu vas voir qu'il y a quelqu'un derrière toi qui te exactement. Ok, c'est ouf. Et puis d'un coup, il y a une meuf sur le sofa qui est en train de se faire prendre, et puis tout va bien. Et puis il peut y avoir d'autres personnes qui ont déjà fini et qui s'arrêtent et qui discutent à côté. Franchement, en fait, c'est très libre. Tu fais ce que tu veux. Donc, si à un moment donné, t'as faim, tu t'arrêtes, tu vas manger un bout, tu te poses. Si en fait, tu viens, mais t'as rien envie de faire, tu fais rien. Et c'est bon, et c'est ok, et tu viens discuter avec les gens. Et si on vient vers toi et qu'on te demande des choses, tu dis, bah en fait, là, je suis pas dans le mood. Je suis plus dans un mood de discuter, ou peut-être j'ai juste envie de câlin, de tendresse. Est-ce que c'est ok pour toi si on fait juste un câlin ? Il y en a qui se font juste des câlins et tout ? Ça peut arriver, ouais, carrément. Parce que c'est vrai qu'il y a cet imaginaire porno, on se dit c'est forcément ça doit partir dans tous les sens avec les trucs les plus acrobatiques. Bah le porno fait du mal à l'imaginaire collectif, hein. C'est ouais. Et du coup, toi, tu disais que tu avais trouvé ton alter ego. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux et celles qui l'ont peut-être, mais qui osent pas le regarder en face ? Comment faire pour l'explorer un peu et le laisser un peu vivre ? Parce qu'on est tous un petit peu, on a envie de rester cadrés, mais on a tous des fantasmes, on a tous des choses à explorer. Tous et toutes. Quel conseil tu pourrais nous donner pour terminer ? Qu'elles viennent en coaching avec moi. Ouais, carrément, tu aides les gens à creuser, à se découvrir un peu. Oui, moi j'accompagne beaucoup les femmes qui sont en rupture depuis peu de temps et qui sont enfin prêtes à se reconstruire et à vivre leur vie, et pas celle des autres ou pour les autres. Et j'accompagne aussi beaucoup les hommes qui généralement sont en couple et ils sont malheureux parce qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de libido dans leur couple, ils savent plus comment faire, et donc justement, moi je reprends un peu tout ça avec eux pour qu'en quelques semaines, c'est reparti, et puis et qu'on revienne plus jamais à ce stade-là de manque de communication et de manque d'entrain des deux parties, quoi. Communication, c'est vraiment un truc très important dans ce que tu vas transmettre. Ouais. Intelligence relationnelle, communication, et donc ça passe par différents outils, comme par exemple l'alter ego, qui requiert un peu de créativité, mais justement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, utiliser la créativité comme un vrai outil. La sexualité, c'est créatif, hein, à fond, m'en parle pas. On pourra en parler des heures, c'est tellement large. Ok, du coup, Colette, si vous voulez la retrouver, c'est Colette se confesse, vous la retrouvez du coup sur internet, elle a son site, où on peut retrouver ses histoires coquines aussi qu'elle enregistre. Donc sur différents thèmes, t'as plein de thèmes en fait, c'est hyper large. Tous les thèmes, c'est toi qui écris les histoires et tout, on peut les écouter tranquillement. Il n'y a pas que moi qui les écris, il y a aussi des écrits de la communauté, on m'envoie des textes, il y a un donc vous pouvez aussi participer, si vous voulez, vous avez décidé tout, vous pouvez participer, lui envoyer sur son Insta, parce que du coup ça s'appelle Colette se confesse aussi sur Instagram. Oui. Et puis si vous avez besoin de séances de coaching sur différents thèmes, du coup au niveau de la sexualité, de l'amour, des relations affectives, ou que vous avez envie de découvrir un peu votre alter ego un peu érotique et tout, et elle peut vous aider évidemment. D'ailleurs on se rappellera après. Et d'ailleurs si vous voulez creuser donc tout ce qui est relations libres, libertinage, si vous avez des questions, vous avez envie d'explorer ou de développer ça dans votre couple ou en solo, vous pouvez aller du coup sur le site de Colette, donc c'est coletteseconfesse.fr, c'est ça ? Oui, c'est ça, .fr. Et là, vous abonnez à sa newsletter. Et donc, toutes les 2 semaines environ, vous avez plein de conseils sur ces thèmes-là, notamment. Comment en parler à votre partenaire, comment poser ça sur la table, quels sont les points un peu à aborder pour que le cadre il soit safe, il soit sain. Voilà. En fait, elle vous accompagne 2 fois par semaine. Et puis après, vous pouvez rebondir avec elle. Et tu peux faire du coaching one-to-one, tout ça. Et trop bien. Ouais. Et puis la newsletter, c'est vraiment le lieu où je mets beaucoup de cœur, je mets beaucoup d'investissement. Donc franchement, j'ai des bons retours, je pense qu'elle vaut le coup. Voilà. Trop bien. Colette se confesse. Merci en tout cas d'être venue. Avec plaisir, c'était trop bien. Chips. Franchement, merci. Et merci à vous, merci toujours d'être là, de nous écouter. Vous pouvez rebondir sur YouTube, sur Passage du Désir. Parce que du coup, là, pour ceux qui nous écoutent en audio, il y a aussi les podcasts qui sont filmés, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur le Passage du Désir, le YouTube de Passage du Désir. N'hésitez pas à commenter, à proposer des nouveaux thèmes aussi, ou à rebondir sur tout ce qu'on s'est échangé, tout ce qu'on s'est dit. Et ce podcast, c'est Pédagogie, il est conçu par Passage du Désir et il est animé par moi-même, Malou Monroe. Et Passage du Désir, vous pouvez les retrouver en boutique, un peu partout en France, sur Internet, online aussi, et sur leur Insta, Passage du Désir, voilà. À très vite, merci beaucoup. Merci Colette. Merci. Ciao.